Nathalie Droal. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'IRDEM, l'Institut de recherche pour la démographie des entreprises, et je vous reçois aujourd'hui pour parler de la place et du rôle des business angels en France. Alors déjà, quelle définition est-ce que vous pourriez donner des business angels avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question parce que c'est un mot qu'on entend rarement dans les médias et dans la presse. Alors, un business angel, en français, on pourrait dire un investisseur providentiel. C'est en général un ancien entrepreneur ou un ancien cadre dirigeant qui a un patrimoine confortable mais sans être forcément richissime et qui va apporter son capital à une entreprise, mais pas seulement son capital, ça va être aussi, et c'est ça un des points essentiels, son temps, son expérience, un accompagnement personnalisé ainsi que son réseau. Voilà. Et alors au sens strict, un business angels, ça va pas être ce qu'on appelle la love money, mais ça va être quelqu'un qui n'a pas de lien direct, c'est-à-dire familial ou amical avec l'entreprise, mais qui va investir véritablement parce qu'elle a un potentiel de croissance et qui va mettre des sommes importantes, c'est-à-dire des sommes de l'ordre de 100 000 ou 200 000 ou même 300 000 ou 400 000 euros. Voilà. Et ces business angels, quelle est leur place en France? On imagine, ce n'est pas un scoop de le dire, qu'ils sont moins nombreux que dans les pays anglo-saxons notamment. Oui, alors je vais juste revenir un tout petit peu en arrière et préciser pourquoi le rôle du business angel est absolument fondamental. C'est parce que quand vous créez votre start-up, que vous cherchez des fonds, vous allez trouver auprès de votre famille, de vos amis, c'est-à-dire la love money peut-être jusqu'à 100 000 ou 200 000 euros. Si vous avez des besoins de financement très importants à partir de 1 million d'euros de besoins de financement, vous allez trouver un relais auprès du capital risque. Mais si vous vous trouvez au milieu, c'est-à-dire entre 100 000 et 1 million d'euros, il y a une véritable vallée de la mort. Une vallée de la mort. Ouais, une véritable vallée de la mort s'il n'y a pas de business angels. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur ce schéma. On voit en mauve à gauche ce qui a été recueilli par les entreprises qui se sont créées en 2004 en termes de capital social. Et on voit par tranche de capitaux levés, et on voit à droite, en rose foncé, les montants par tranche de capitaux qui ont été investis par la FIC, c'est-à-dire qui regroupe les principaux fonds de capital risque en France. Et on voit bien qu'entre les deux, s'il n'y a pas de business angels, c'est un véritable désert pour les entreprises qui veulent grossir. Alors justement, donc je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes en retard sur les business angels, sur leur place et leur rôle en France. Quelle est l'ampleur de notre retard? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite comparaison internationale? Oui, alors justement, c'est très difficile parce que par définition, le business angels, comme c'est un investisseur personne physique qui investit de son propre chef personnellement et que les réseaux en fait représentent une petite part du montant total investi par définition, ils sont un peu, on pourrait dire, dans la nature et non répertoriés. Les comparaisons sont difficiles, d'autant que l'INSEE ne s'intéresse pas à ces objets non identifiés. On sait cependant, par exemple, qu'au Royaume-Uni, ce serait environ de l'ordre de 1,4 milliard d'euros qui seraient investis par les business angels. Et très vraisemblablement, en faisant diverses estimations et divers recoupements, il apparaît qu'en France, on serait au mieux, je pense, à la moitié de ce montant. Voilà. Alors si on compare aux États-Unis, vraiment, qui sont très très performants dans l'accompagnement des startups, ils sont là à 25 milliards de dollars investis par an, ce qui, à population égale avec la France, fait 5 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, ils investissent entre 5 à 10 fois plus que nous dans les startups de la part des business angels. Et quelles sont les conséquences de ce retard sur le tissu économique français? Alors les conséquences, en fait, elles sont énormes, mais encore une fois, l'INSEE ne s'intéresse pas vraiment aux entreprises de croissance qui ont besoin des business angels. Mais les études de l'IRDEM montrent que si on se compare au Royaume-Uni, nous avons 2 fois moins d'entreprises à forte croissance que le Royaume-Uni. On en a 1500 quand le Royaume-Uni en a 3000 par an. Et qu'en plus, nos jeunes entreprises de croissance créent 4 fois moins d'emplois. C'est-à-dire qu'elles en créent 50 000 par an, quand au Royaume-Uni, les gazelles, les jeunes entreprises de forte croissance britanniques en créent 250 000 par an. Et on voit une parfaite correspondance entre les capitaux levés par ces startups, puisque en France, c'est 2 milliards qu'elles ont levés sur leur période de croissance, contre 7 milliards au Royaume-Uni. Alors, pour développer le rôle de ces business angels, pour quelque part refaire notre retard, quelles aides, quels dispositifs faudrait-il mettre en place selon vous? Alors en fait, pour savoir les dispositifs à mettre en œuvre, il suffit de regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus performants. Oui, les tickets d'entrée sont en moyenne 2 à 3 fois supérieurs au Royaume-Uni, 4 à 5 fois supérieurs aux États-Unis. Oui, exactement. Et
Alors évidemment, il y a un contexte général qui est beaucoup plus pro-business au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais on remarque quand même qu'il y a des grosses différences au niveau fiscal. Par exemple, si on prend le cas du Royaume-Uni, il y a le dispositif EIS, donc qui est l'Enterprise Investment Scheme, et qui vous permet d'avoir des déductions d'impôts à hauteur de 30% de votre investissement pour des investissements qui vont jusqu'à 1 milliard de livres par an par investisseur. C'est-à-dire c'est un plafond qui est très élevé et si on compare ce plafond de 1 milliard de livres à la France, en France, vous pouvez avoir des déductions fiscales équivalentes, mais seulement pour des investissements de l'ordre de 100 000 euros. Et en plus, via ce dispositif EIS, si vous détenez les parts de start-up depuis plus de 3 ans, vous avez une détaxation totale sur les plus-values de cession. Encore une... Voilà. Et alors aux États-Unis, si on veut regarder un peu les autres aspects fiscaux aux États-Unis, ils ont encore un autre système qui s'appelle la Subchapter S et qui fonctionne depuis des décennies et c'est un régime sous lequel se crée la quasi-totalité des startups et qui permet à un investisseur, quand il investit dans une startup et qu'il constate une perte, à proportion des parts qu'il détient dans cette startup, il déduit cette perte de son assiette du revenu fiscal. Voilà. Donc en fait, l'État participe à la perte à hauteur d'environ la moitié. Alors, il y a toutefois des dispositifs, il y a eu des amendements dans la loi Macron, des dispositifs fiscaux visant justement à développer ce rôle des business angels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en fait, ça a été des aménagements à la marge, mais qui sont vraiment complètement homéopathiques par rapport aux besoins. C'est simplement que pour bénéficier des avantages fiscaux, les durées de détention ont été réduites de 5 à 3 ans. Voilà. Mais en réalité, c'est évident que c'est une bonne chose parce que du coup, quand les business angels récupèrent leur part, et bien évidemment, c'est du capital qu'ils ont pour réinvestir ailleurs. Donc ça encourage la mobilité du capital. Donc évidemment, ça va dans le bon sens. Mais en réalité, ce qu'il aurait fallu, ça aurait été doubler ou même quintupler ou décupler les plafonds d'investissement éligibles à déduction fiscale. Et un député l'a demandé et ça a été refusé par Emmanuel Macron au motif que ça coûtait trop cher. Voilà. Mais c'était ne pas voir l'effet dynamique que ça a aussi en termes de recettes fiscales quand il y a plus d'emplois et quand il y a plus de croissance. Dernière question, Nathalie Droal. Est-ce que finalement, on pourrait dire que ce retard français, il s'explique par un manque de projet plus que par un manque de financement ? C'est un son de cloche qu'on entend notamment du côté des banques parfois. Oui. Alors ça, je pense que c'est un peu une question de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans un contexte où on sait que c'est très difficile de lancer une start-up, à tout point de vue, mais aussi pour trouver des financements, quand on sait que les banques accordent très peu de financement pour les entreprises risquées et que c'est peut-être même pas spécialement leur vocation pour les entreprises à risque, c'est la vocation de gens qui investissent leur propre argent et non pas l'argent de leurs déposants. Effectivement, on comprend que les gens, même s'ils ont des projets, ils n'aillent pas voir les banques. Et puis, il y a aussi une question d'émulation, en fait. Quand vous voyez que votre camarade d'école de commerce, il a réussi à créer sa start-up, ça vous donne l'idée et ça crée un dynamisme qui, effectivement, n'existe pas du tout. Bien, Nathalie Droal, merci de ce décryptage sur la place et le rôle des business angels en France et comment les développer. Merci. Merci.